Beryl est un épéiste d'âge mûr qui dirige un dojo au milieu de nulle part et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il s'entraîne, son père s'adresse à lui et lui dit qu'il aimerait bien avoir des petits-enfants à s'occuper. Cela fait des années que Beryl a pris la relève de l'instructeur, mais il n'a toujours pas de jeune fille. Beryl dit qu'il est trop occupé avec le dojo familial pour penser à avoir des enfants, mais son père veut qu'il essaie au moins. Il suggère même à Beryl d'élever une de ses étudiantes pour qu'il puisse se marier, mais il refuse pour des raisons éthiques. Ce dojo appartient à la famille de Beryl depuis des générations et il travaille assidûment en tant qu'instructeur depuis qu'il a succédé à son père. Autrefois, il rêvait d'accomplir de grandes choses, comme devenir un célèbre maître de sabre, mais bien qu'il soit certainement un meilleur épéiste que le commun des mortels, il ne pense pas que ses compétences soient dignes du titre de maître de sabre. Cela dit, il se considère comme un bon professeur, car nombre de ses élèves sont devenus des épéistes accomplis après avoir obtenu leur diplôme. Une fois l'entraînement terminé, Beryl rentre chez lui pour dîner avec ses parents, mais son père insiste toujours pour qu'il se marie. Le père de Beryl essaie de convaincre sa femme, une amie, de faire pression sur Beryl pour qu'il se marie. Mais elle dit que ces choses prennent du temps et qu'il n'y a donc pas lieu de le presser. Cependant, elle attend toujours de Beryl qu'il lui donne un petit enfant. Beryl s'étouffe un peu en mangeant, car c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'il n'a pas encore de petite amie et que ce n'est pas comme si une jolie fille allait se présenter à sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte et Beryl ouvre pour découvrir une jolie fille. Elle le salue comme son maître. Et après l'avoir regardée de plus près, Beryl se rend compte qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Aluxia Citrus. Beryl l'invite à entrer et lui offre une tasse de thé pour qu'elle puisse discuter. Beryl se souvient qu'Aluxia était une élève douée lorsqu'il l'a formée, mais il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'elle devienne la commandante de l'ordre des chevaliers royaux. Beryl lui demande pourquoi elle est venue lui rendre visite, et Aluxia lui explique qu'une partie de son devoir en tant que commandant des chevaliers est de former les nouvelles recrues, et qu'elle a donc pris l'initiative de recommander Beryl en tant qu'instructeur spécial pour l'épée. Beryl est heureux de voir qu'elle accorde autant de valeur à son cadeau, mais il ne pense pas que cette épée soit assez bonne pour une commandante chevalier comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver quelque chose de mieux chez n'importe quel autre forgeron, mais Aluxia affirme que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle y est aussi attachée parce qu'en tant qu'ancien maître, elle croit encore que tout ce qu'elle reçoit de lui est supérieur. Mais lui, il n'est qu'un simple épéiste, alors il ne pourrait jamais être un instructeur spécial. À ce moment-là, Aluxia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître épéiste Campagnard arrive enfin dans la capitale. Beryl ne comprend pas de qui elle parle, car il n'est pas un campagnard, et encore moins un maître épéiste. Mais elle lui explique qu'il est bien connu dans le monde de l'escrime. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes légendaires et des aventuriers, donc il est un peu une légende vivante, même si Aluxia n'aime pas le surnom qu'on lui a donné. Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est persuadé qu'Aluxia est la seule à le considérer comme un maître épéiste. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale. Aluxia dépose alors Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer, et elle lui dit qu'elle viendra le chercher le lendemain matin. Beryl est heureux de voir qu'elle apprécie autant son cadeau, mais il pense que cette épée n'est pas assez bonne pour être utilisée par une commandante de chevalerie comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver mieux chez n'importe quel autre forgeron, mais Aluxia dit que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle doit être si attachée à cette épée parce qu'en tant qu'ancien maître, elle croit toujours que tout ce qu'elle reçoit de Beryl est supérieur. Mais il n'est qu'un épéiste ordinaire, et il ne pourra jamais être un instructeur spécial. C'est alors qu'Aluxia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître d'épée Péquenot vienne enfin à la capitale. Beryl n'a aucune idée de qui elle parle, car ce n'est pas un Péquenot, et ce n'est certainement pas un maître d'épée. Mais elle lui dit qu'il est bien connu dans le monde de l'épée. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes et des aventuriers légendaires. C'est donc un peu une légende vivante, même si Aluxia n'est pas contente du surnom qu'on lui a donné.
Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est convaincu qu'Aluxia est la seule à le considérer comme un maître d'épée. Ils arrivent bientôt à la capitale royale et Aluxia dépose Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer et lui dit qu'elle viendra le chercher demain matin. Le lendemain, Aluxia emmène Beryl au château et le présente à l'ordre des chevaliers. Elle informe toutes les recrues que Beryl est si fort que même elle ne serait pas de taille à l'affronter et qu'elle devrait donc se sentir honorée d'avoir un homme aussi compétent comme professeur. Cependant, quelques chevaliers pensent que Beryl ne mérite pas d'occuper un poste aussi élevé et l'un d'entre eux est particulièrement mécontent de cette situation. Un peu plus tard, Beryl discute avec Aluxia dans les couloirs et elle le félicite d'être devenu officiellement un instructeur spécial. Elle dit à Enki qu'il ne doit venir entraîner les recrues que 3 ou 4 fois par mois, ce qui ne devrait pas trop interférer avec ses cours habituels au dojo. À ce moment-là, une jeune fille arrive en courant vers Beryl et elle est tellement excitée de revoir son maître qu'elle a du mal à se contenir. Elle s'appelle Kiruni et a étudié au dojo de Beryl il y a 2 ans. Il se souvient que son rêve était de rejoindre l'ordre des chevaliers et il est heureux de voir qu'elle l'a réalisé. Bien que Kiruni ne soit encore qu'une élève, elle a encore beaucoup de travail à faire avant de devenir un véritable chevalier. Cela dit, elle est heureuse de pouvoir à nouveau s'entraîner sous la direction de Beryl, et il en va de même pour Aluxia. Plus tard dans la journée, Beryl rentre chez lui, mais en ouvrant la porte, il s'aperçoit qu'un autre de ses élèves est venu lui rendre visite. Il s'appelle Randrid, et il est venu présenter à Beryl sa femme et son enfant nouveau-né. Beryl est heureux de voir que Randrid s'en sort bien, mais son père l'interrompt en disant que Beryl ne devrait pas revenir à la maison tant qu'il n'aura pas, lui aussi, une femme et un enfant comme Randrid. En parlant de Randrid, après avoir obtenu son diplôme au dojo de Beryl, il est devenu un aventurier de rang platine. Mais maintenant qu'il a un enfant, il souhaite prendre sa retraite et revenir vivre au village. Le rang platine est assez difficile à atteindre, donc Beryl est surpris que Randrid soit prêt à y renoncer aussi facilement. Mais en même temps, être aventurier est un métier dangereux, donc il ne veut probablement pas prendre de risques alors qu'il a un enfant à élever. Pendant qu'il est là, Randrid promet de faire de son mieux pour gérer le dojo, mais Beryl ne comprend pas du tout de quoi il parle. Le père de Beryl lui explique que puisque Randrid a un bon niveau, il peut reprendre le rôle d'instructeur, ce qui signifie que Beryl n'a plus besoin de rester ici. En d'autres termes, son père le met à la porte, même si c'est Beryl qui possède cette maison. Le lendemain, Beryl explique toute la situation à Aluxia et lui dit qu'il doit trouver une maison ici, en ville. L'auberge qu'il avait choisie la veille était un peu trop luxueuse pour y rester en permanence, donc il veut trouver un endroit plus abordable, et Aluxia est plus qu'heureuse de l'aider dans ses recherches. Elle lui demande s'il aimerait venir vivre chez elle, mais Beryl ne trouve pas cela approprié. À la grande déception d'Aluxia, il décline donc son offre. Aluxia lui demande alors s'il aimerait aller manger quelque chose avec elle puisqu'il est l'heure du déjeuner, et Beryl accepte, donc ils se mettent en route vers un restaurant. Cependant, alors qu'ils marchent, quelqu'un interpelle Aluxia en la traitant de sans-gêne pour se promener en ville avec un homme et l'appeler « maître », sans la moindre hésitation. La jeune femme et Aluxia semblent avoir un passif peu agréable, et la fille trouve scandaleux qu'une fière commandante chevalier traîne ainsi avec un homme au hasard. Beryl essaie de cacher son visage pour éviter tout conflit, mais la fille veut voir qui il estimate. Elle tire donc la carte qu'il tenait devant lui, et dès qu'elle le reconnaît, elle l'appelle aussi « maître ». Beryl est confus, car il ne voit pas du tout qui elle est. Alors elle lui rappelle qu'elle s'appelle Surena, et qu'il l'a autrefois sauvée et lui a appris à manier une épée. Il lui faut un moment pour se souvenir, mais il finit par se rappeler d'une jeune fille blessée qu'il avait trouvée il y a 20 ans. Il l'avait recueillie, soignée, puis formée au combat. Mais il ne l'avait pas revue depuis plus de 10 ans. Alors il est agréablement surpris de voir qu'elle est devenue une aventurière de rang noir. Surena s'excuse de ne pas être venue lui rendre visite toutes ces années, mais elle est aussi curieuse de savoir pourquoi il est soudainement dans la capitale royale. Aluxia explique que Beryl a été nommé instructeur spécial pour l'ordre des chevaliers, donc il déménage dans la capitale et qu'elle l'aide à trouver une auberge adaptée. Cependant,
Surena affirme qu'elle serait bien meilleure pour ça, car en tant qu'aventurière, elle a l'habitude de loger dans des auberges. Surena et Alucia commencent à se disputer pour savoir qui ira à la chasse au logement avec Beryl. Et Beryl se demande pourquoi ces S2-là se détestent autant. Mais avec leur aide, il finit par trouver une auberge qui lui convient. Il les remercie tous les deux pour leur aide, mais leur demande de cesser de se disputer pour lui, car il ne peut plus entendre de cris. Par respect pour Beryl, ils cessent de se disputer et rentrent tranquillement chez eux. Beryl les observe depuis une fenêtre, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il appréciera toute l'excitation de la vie urbaine, il pense que c'est bien qu'il ait autant de S et élèves pour s'occuper de lui. Le lendemain, l'ordre des chevaliers s'entraîne comme d'habitude, et le vice-commandant, Henbritz, domine tous les autres par son habileté. Après avoir vaincu son partenaire d'entraînement, Alucia fait soudain une annonce et informe tout le monde qu'il y a eu un changement dans le programme. Au lieu d'une fois par semaine, c'est Beryl qui les instruira à partir d'aujourd'hui. Et elle attend d'eux qu'ils travaillent plus dur que jamais. Beryl leur dit qu'il est heureux d'être ici. Mais avant qu'il ne puisse commencer sa première leçon, Henbritz s'approche et déclare qu'il a quelque chose à dire. Pour devenir instructeur spécial de l'Ordre des Chevaliers, Beryl doit posséder un certain niveau de puissance, alors il le défie en duel. Henbritz ne cherche pas à manquer de respect. Il veut simplement s'assurer que Beryl est à la hauteur du poste. En tant que vice-commandant, il a le droit de demander un duel, et Elucia l'autorise. Beryl aimerait vraiment qu'elle arrête d'accepter des choses en son nom, mais puisque Henbritz l'a défié, il n'a pas d'autre choix que de se préparer au combat. Henbritz est convaincu qu'Elucia accorde trop de crédit à Beryl simplement parce qu'il a été son instructeur lorsqu'elle était enfant. Mais cela ne signifie pas que Beryl est fait pour être instructeur spécial de l'Ordre des Chevaliers, et Henbritz compte bien le prouver en le battant ici et maintenant. Beryl est d'accord avec Henbritz. Il ne pense pas lui-même être à la hauteur de ce poste. Mais si l'homme qu'Elucia a recommandé perdait trop facilement, cela nuirait à sa réputation. Alors, il décide de donner le meilleur de lui-même. Le duel commence, et Henbritz fonce pour attaquer Beryl. Beryl commence à parer les attaques, impressionné par la puissance et la vitesse de Henbritz. Mais il sait que s'il parvient à détourner l'un des coups au bon moment, cela laissera Henbritz complètement exposé, et il pourra s'approcher pour porter une attaque décisive. C'est exactement ce que fait Beryl, et Henbritz reste sans voix, car dans un vrai combat, il serait clairement mort à l'instant. Cela compte comme un point pour Beryl, alors les deux retournent à leur position de départ et Henbritz recommence à attaquer. Beryl n'en revient toujours pas de la force de Henbritz, mais tous ses mouvements sont prévisibles, donc il est assez facile pour lui de les parer. Henbritz comprend qu'il ne pourra pas toucher Beryl s'il ne se donne pas à fond, alors il utilise sa technique signature pour attaquer. La technique de la lame guerrière est si puissante qu'elle ne peut être ni bloquée ni parée. En théorie, Beryl ne devrait donc pas pouvoir gagner ici. Cependant, juste après que Henbritz ait porté son coup, Beryl disparaît et réapparaît derrière lui, son épée posée contre le cou de Henbritz. Avec cela, Beryl remporte officiellement le duel, et Henbritz n'en est même pas contrarié. Il est simplement impressionné par la technique que Beryl vient de démontrer et s'excuse pour son attitude impolie un peu plus tôt. Plus tard, Henbritz organise une fête pour souhaiter la bienvenue à Beryl en tant que nouvel instructeur. Mais il est toujours curieux de savoir comment Beryl a pu contrer son attaque tournoyante. Beryl explique qu'il s'est simplement déplacé en suivant la rotation de Henbritz, ce qui lui a permis de se retrouver derrière lui. Mais le faire est bien plus difficile que ce qu'il laisse entendre. Quoi qu'il en soit, Henbritz a hâte de s'entraîner sous la direction de Beryl, tout comme les autres. Une semaine s'est écoulée depuis que Beryl est devenu instructeur ici, et alors que deux chevaliers s'entraînent ensemble, il s'approche pour leur donner quelques conseils. Il a observé leur manière de se battre. Leur maniement de l'épée est correct, mais il pense qu'ils doivent travailler leur gestion de la distance. Il leur montre que si l'on se concentre trop sur l'épée de l'adversaire, ce dernier peut s'approcher sans qu'on ne s'en rende compte. Cela peut sembler insignifiant, mais dans un véritable duel à l'épée, un demi-pas de distance peut faire toute la différence entre la victoire et la défaite.
Beryl pensait simplement donner des conseils de base à ses élèves, mais à en juger par la manière dont tout le monde le regarde, on dirait qu'il vient de déclamer les plus grands vers de tous les temps. Depuis le duel de Beryl contre Henblitz, les chevaliers prennent chacune de ses paroles comme une vérité sacrée, et il doit admettre que cela rend son travail beaucoup plus facile. Une fois l'entraînement terminé pour la journée, Beryl s'assoit pour se détendre, et Henblitz lui tend une serviette pour qu'il puisse s'essuyer. Quelques minutes plus tard, Kiruni s'approche de Beryl et lui demande s'il a des projets pour la suite. Beryl n'avait rien de prévu. Alors Kiruni lui propose de lui faire visiter la ville. Maintenant qu'il y pense, Beryl se rend compte qu'il n'a pas encore eu l'occasion de voir grand-chose de Baltrin. Alors il accepte l'invitation de Kiruni, qui part aussitôt, toute excitée, pour se changer. Pendant ce temps, Alucia est occupée à rencontrer les responsables royaux pour leur faire un rapport sur l'état de l'ordre des chevaliers, surtout avec l'arrivée récente d'un nouvel instructeur spécial. Alucia les assure que Beryl a dépassé toutes les attentes. Et comme il n'y a plus rien à discuter, la réunion prend fin. On l'avait prévenue que si elle voulait continuer à développer ses compétences en escrime, elle devrait éviter de devenir capitaine de la médecine à cause de toute la bureaucratie. La seule raison pour laquelle elle a accepté ce poste, c'était parce qu'elle avait besoin d'une position de pouvoir pour faire venir Beryl à la capitale. À l'époque où Alucia était encore enfant, ses parents l'avaient emmenée au dojo de Beryl pour qu'elle apprenne à se défendre. Et dès l'instant où elle a rencontré Beryl, elle a su qu'il était une personne bienveillante. Après avoir rejoint le dojo, Beryl lui faisait pratiquer ses coups d'épée et sauter de souche en souche pour entraîner sa mobilité. Il lui faisait également faire un peu d'entraînement de force basique, et bien que ces méthodes aient pu sembler peu conventionnelles, Alucia s'est très vite sentie à l'aise avec une épée. Un jour, Beryl a demandé à Alucia si elle voulait faire un combat d'entraînement contre lui, et elle a accepté avec enthousiasme, désireuse de montrer tout ce qu'elle avait appris. Cependant, lorsqu'elle s'est réellement retrouvée face à lui, elle n'a trouvé aucune ouverture dans sa posture. Puisqu'Alucia avait grandi en apprenant avec Beryl, elle pensait que tous les instructeurs d'escrime étaient aussi talentueux que lui. Mais un jour, lorsque Beryl les a emmenés participer à un combat d'entraînement contre un autre dojo, elle a réalisé qu'elle s'était trompée. L'adversaire d'Alucia était plein d'ouverture et avait la patience d'un enfant en bas âge, car il l'attaquait aveuglément sans aucune stratégie. Comme on pouvait s'y attendre, Alucia l'a complètement écrasé, et ce n'était même pas un véritable défi pour elle. Une fois le combat d'entraînement terminé, Beryl et ses élèves commencent à rentrer à leur dojo, et Beryl est heureux que ses élèves aient eu l'occasion d'affronter des personnes ayant des styles de combat différents. À ce propos, Alucia demande à Beryl si son dojo est meilleur que la moyenne comparée aux autres, mais il n'aime pas penser les choses en ces termes. Certes, ils ont peut-être gagné le combat d'aujourd'hui, mais il est bien plus important de se concentrer sur ce qu'on a appris de l'expérience, plutôt que sur la victoire ou la défaite. Alucia comprend le message que Beryl essaie de faire passer, mais elle remarque alors que sa barrette a disparu. Elle se rend compte qu'elle a dû la faire tomber au dojo précédent, et comme elle y tient beaucoup, elle dit à Beryl qu'elle retourne la chercher. Alucia finit par revenir à l'autre dojo et commence à chercher la barrette qu'elle a perdue, mais malheureusement, il semble que le gars qu'elle a vaincu l'ait trouvée avant elle. Pendant un instant, il a semblé vouloir être sympa et la lui rendre sans problème, mais ce serait trop logique. À la place, il jette la barrette à l'intérieur du dojo et dit à Alucia qu'elle devra affronter tout le monde en même temps si elle veut la récupérer. Elle l'a peut-être battue lors du combat d'entraînement, mais selon lui, il est impossible de perdre maintenant qu'il a tous ses amis derrière lui. Vu à quel point leurs compétences à l'épée étaient mauvaises plus tôt, Alucia aurait sans doute une bonne chance de tous les battre seule, mais elle sait que Beryl ne voudrait pas qu'elle utilise ses talents pour tabasser les autres. Alors elle reste immobile, totalement prête à se faire frapper. Cependant, avant que le type ne puisse lui coller un coup au visage, Beryl se place devant Alucia et encaisse le coup à sa place. Le coup ne lui a pas fait de dégâts, mais ça a tout de même un peu piqué. Alors il demande au garçon si c'est vraiment ainsi qu'ils souhaitent utiliser leur escrime.
Le type ne comprend toujours pas à quel point ce qu'il fait est déplacé. Alors il tente de frapper Beryl à la tête cette fois. Mais Beryl esquive facilement en se baissant et désarme son adversaire d'un seul geste fluide. Il part ensuite plusieurs attaques des amis du type, mais avant que la situation ne dégénère davantage, le maître du dojo arrive. Ayant entendu le vacarme, il s'est précipité sur place, et il est profondément déçu de voir ses élèves se comporter de manière aussi honteuse. Il s'agenouille pour présenter des excuses sincères à Beryl et promet de veiller à ce que cela ne se reproduise jamais. Beryl et Alucia rentrent ensuite ensemble et Beryl lui explique qu'il avait un mauvais pressentiment quand elle est retournée chercher sa barrette, alors il l'a suivie pour s'assurer qu'elle allait bien. Alucia se sent coupable parce que Beryl a été frappé à cause d'elle, mais il lui dit que ce n'était pas si grave. Et puis, elle n'a rien fait de mal, donc elle ne doit pas se blâmer pour ce qui s'est passé. Au contraire, il pense que c'est de sa faute à lui, car en tant que maître d'Alucia, il n'aurait pas dû la laisser partir seule dans une situation potentiellement dangereuse. Les années passent et Alucia se retrouve au milieu d'un autre combat d'entraînement avec Beryl. La posture de Beryl est toujours aussi solide, mais cette fois, alors qu'il abat son épée, Alucia parvient à suivre son rythme et marque un point contre lui pour la première fois. Beryl est surpris par les progrès d'Alucia, mais il estime qu'elle est enfin prête à être diplômée de son dojo. Alors il lui remet son épée de cérémonie de fin d'apprentissage. À ce moment-là, Alucia avait compris que Beryl ignorait totalement à quel point ses compétences à l'épée étaient divines. Et elle ne voulait vraiment pas quitter son dojo car elle sentait qu'elle avait encore tant à apprendre de lui. Mais en même temps, elle ne voulait pas lui causer de problème. Alors elle ne l'a pas contredit. À la place, elle s'est donnée pour mission de prouver que les techniques de Beryl surpassaient toutes les autres. Alors elle s'est inscrite au programme de l'Ordre des Chevaliers et a passé l'examen d'entrée. Et comme elle s'y attendait, pendant le test, aucun des autres candidats ne faisait le poids face à l'entraînement que Beryl lui avait donné. Même les examinateurs n'arrivaient pas à suivre son rythme, alors il n'aurait jamais eu la moindre chance contre Beryl. Il possède un temps de réaction quasi surhumain et des capacités d'observation qui dépassent de loin celles de toute personne normale, donc Alucia n'a aucun doute. Beryl est le plus grand épéiste du monde. Cependant, Beryl n'a pas conscience de son propre talent, et connaissant sa personnalité, il vivrait volontiers le reste de sa vie comme un maître épéiste inconnu. Mais Alucia refuse de laisser son maître rester dans l'ombre. Grâce à ses compétences, elle gravit lentement les échelons de l'Ordre des Chevaliers dans l'espoir d'obtenir le pouvoir nécessaire pour soutenir Beryl. Et au moment où elle atteignit enfin le poste de commandante des Chevaliers, 10 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté le dojo de Beryl. Et pendant tout ce temps, Beryl était devenu encore plus impressionnant qu'elle ne s'en souvenait. Elle se sent un peu coupable de l'avoir nommé instructeur sans lui demander son avis. Mais c'était la seule façon de le faire sortir de son village et de lui obtenir un peu de reconnaissance. Elle retourne à la salle d'entraînement et retrouve Emblitz pour lui demander comment s'est passée la séance avec Beryl. Emblitz lui dit que c'était incroyable et qu'ils ont tous énormément appris de lui aujourd'hui. Alucia ne voit pas Beryl dans les environs, alors elle demande s'il est déjà rentré chez lui pour la journée. Mais Emblitz lui répond qu'en réalité, il est parti avec Kiruni, car elle voulait lui faire visiter la ville. Alucia ressent un peu de jalousie en entendant cela, car cela signifie que Kiruni a en quelque sorte invité Beryl à un rendez-vous, et elle aurait aimé y penser la première. Pendant ce temps, lors du rendez-vous entre Beryl et Kiruni, elle lui montre toutes les jolies boutiques de la ville, et Beryl est impressionné par l'animation du lieu comparé à son village. Cependant, il se demande pourquoi Kiruni l'a emmené dans le quartier ouest alors que toutes les attractions touristiques, comme le palais de l'église, se trouvent normalement dans le quartier nord. Kiruni admet qu'il a raison, mais elle explique que lorsqu'on vit dans la ville assez longtemps, on voit le palais et l'église tout le temps, donc cela devient un peu ennuyeux avec le temps. Mais Beryl, lui, avait vraiment hâte de les voir. Alors qu'ils continuent à marcher à travers le marché, Beryl entend quelqu'un l'appeler. Alors il se retourne et voit une jeune femme s'approcher de lui. Elle l'appelle « maître »,
Donc elle doit être une de ses anciennes élèves, mais il n'a aucune idée de qui elle estimated. Elle semble aussi bien connaître Kiruni, mais malgré cela, il ne parvient toujours pas à la reconnaître. La jeune femme est déçue que son maître l'ait oubliée, alors elle pointe son épée vers lui pour lui rappeler qu'elle faisait partie de ses diplômés. Beryl réfléchit quelques instants de plus, et il se souvient enfin d'elle. Elle s'appelle Ficelle, et elle était effectivement l'une de ses élèves. Elle a passé 2 ans à s'entraîner aux côtés de Kiruni, même si elle avait un tout autre look à l'époque. Cela fait 5 ans que Beryl ne l'a pas vue, donc c'est normal qu'elle ait beaucoup changé depuis. Et elle s'en sort plutôt bien dans la capitale, car elle est désormais la meilleure élément de la brigade magique. Beryl est heureux d'apprendre qu'elle réussit, mais il est un peu surpris qu'elle ait rejoint la brigade magique, car il ne se souvient pas lui avoir jamais enseigné quoi que ce soit sur la magie. Kiruni demande à Ficelle si elle est venue faire du shopping. Alors elle explique qu'elle est là pour acheter des accessoires magiques. Beryl n'a jamais entendu parler d'accessoires magiques auparavant, alors Ficelle en prend un et explique que cela permet à n'importe qui d'utiliser la magie. Bien qu'elle soit capable d'utiliser la magie sans aucun accessoire, Beryl est surpris d'apprendre que Ficelle peut vraiment utiliser la magie par elle-même. Mais après tout, elle a bien dit qu'elle faisait partie de la brigade magique. Donc cela a du sens. C'est alors que Beryl entend une femme crier « On vient de lui voler son sac à main ». Dès qu'il voit cela, Beryl se prépare à poursuivre le voleur. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Faisal lui dit qu'il peut la laisser s'en charger. Elle dégaine alors son épée, l'enveloppe de magie, puis donne un coup dans la direction du voleur. Sa frappe libère une onde magique qui ligote les jambes du voleur. Et dès qu'il tombe au sol, Karuni l'appréhende. Beryl est impressionnée par la façon dont elles ont géré la situation, surtout par la magie de Faisal, car il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Faisal explique qu'elle recouvre simplement son épée de magie à chaque fois qu'elle se bat, et que l'entraînement de Beryl l'aide énormément à adapter la magie au combat. Elle lui en est reconnaissante. Et Beryl est tout aussi reconnaissant que Faisal continue à utiliser les techniques qu'il lui a enseignées. Le lendemain matin, Beryl se réveille tôt pour se promener dans la ville, mais alors qu'il marche, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourne et voit une petite fille debout. Alors il lui demande si elle est perdue. La fillette lui crie dessus parce qu'il la traite comme une enfant, alors qu'elle est la chef de la brigade magique. Mais Beryl pense qu'elle joue simplement à faire semblant. Donc il ne la croit pas. La fille commence à s'agacer du fait que Beryl ne la croit pas, alors elle lui montre sa puissance en faisant apparaître une énorme boule de feu au bout de son doigt. Beryl finit par la croire. Elle fait effectivement partie de la brigade magique. Mais il est surpris qu'une si petite fille puisse utiliser une magie aussi puissante. Elle lui dit d'arrêter de la traiter de petite fille. Son nom est Lucie et elle est une adulte bien mûre. Bon, peut-être que « adulte » est un peu exagéré, mais elle est beaucoup plus vieille que Beryl, alors elle ne tolérera pas qu'il la traite comme une enfant. Fils lui a tout raconté sur Beryl et à quel point il est incroyable. Donc elle voulait le rencontrer en personne. Elle est certaine que Beryl doit être un excellent professeur, car la compétence de Ficelle à l'épée est exceptionnelle. Mais Beryl lui répond que le succès de Ficelle est dû à son propre travail acharné. Tout ce qu'il a fait, c'est lui enseigner les bases. Beryl marchait avec Lucie par politesse, mais elle finit par le mener dans une grande zone dégagée, et tout gamer sait où cela va mener. Lucie est très attachée à sa magie, alors elle s'entraîne tous les jours pour s'améliorer autant que possible. Cependant, elle n'a personne de digne pour s'entraîner avec elle, mais puisque Beryl est un maître épéiste légendaire, elle pense qu'il sera un bon défi pour elle. Avant que Beryl puisse même répondre, elle tente de le frapper avec une explosion de feu, mais il saute en arrière pour l'esquiver à temps. Beryl aurait préféré éviter de se battre, mais vu la manière dont Lucie le fixe, il semble qu'elle ne le laissera pas partir tant qu'il ne lui aura pas donné un vrai combat. Alors il sort son épée et se prépare à l'affronter. Lucie déchaîne une explosion de feu sur Beryl, mais alors qu'il esquive son attaque, elle réalise que ce vieil homme possède de bons réflexes. Beryl comprend que cette vieille dame dans un corps d'enfant ne plaisante pas non plus. Alors il dégaine son épée, prêt à se défendre dans ce combat dénué de sens.
Il tente de raisonner Lucy, lui expliquant qu'il n'est pas aussi fort qu'elle le pense et qu'il n'y a aucune raison de prolonger cet affrontement. Mais Lucy veut tester sa force et relance ses flammes sur lui, qu'il parvient à esquiver de justesse. Elle change alors son élément magique en glace et projette d'énormes blocs de glace contre lui, qu'il tranche sans effort. Constatant que Beryl est effectivement puissant, Lucy s'apprête à lancer sa prochaine attaque. Et Beryl y voit une ouverture. Il charge droit sur elle avec l'intention de l'assommer sans lui faire de mal. Avant qu'elle ne puisse réagir, il réduit la distance entre eux, mais alors qu'il s'apprête à la frapper avec le pommeau de son épée, elle n'a d'autre choix que de déclencher un sort de feu sur elle-même pour le repousser. Étonnamment, même ses vêtements ne brûlent pas, et elle attaque à nouveau Beryl avec des flammes semblables à des météores. Il esquive toutes ses attaques, manquant de peu de perdre l'équilibre. C'est la première fois qu'il combat une sorcière, et son manque d'expérience est évident. Lucy alterne sans cesse entre la magie de glace et de feu, et alors que Beryl commence à s'habituer à ses attaques, elle utilise un sort de foudre pour l'empêcher d'approcher. Avec Beryl à distance, Lucy devient sérieuse et prépare une attaque sombre et menaçante, faisant comprendre à Beryl que s'il est touché, il n'en réchappera pas. Mais au moment où Lucy est sur le point de lancer son attaque ultime, elle s'arrête, satisfaite de leur affrontement. De plus, elle ne voulait pas réduire Beryl en charpie, c'est pourquoi elle s'est retenue. Quoi qu'il en soit, elle comprend désormais pourquoi Face admire Beryl, bien que Beryl pense qu'il n'est ni fort ni exceptionnel, affirmant que malgré une vie entière d'entraînement, il n'a jamais réussi à vaincre son père une seule fois. Pourtant, Lucy pense que Beryl fait simplement preuve de modestie et éclate de rire, réalisant qu'elle l'a embêté pour rien tout ce temps. Maintenant qu'ils se sont présentés correctement, elle l'invite à venir à son institut de magie quand il en aura envie, lui promettant de se rattraper pour ce qu'elle lui a fait aujourd'hui. Beryl accepte, même s'il affirme n'avoir aucune raison d'y aller, car il n'a aucun talent magique. Alors que Lucy s'en va, elle prévient Beryl que si elle apprend un nouveau sort, elle reviendra le tester sur lui. Plus tard, à l'ordre libérien, Beryl croise Ficelle, venu de la section magique pour livrer quelques potions à l'ordre. Beryl est heureux de voir que les chevaliers utilisent des potions magiques et explique qu'il utilise des potions à base de plantes car il ne peut pas se permettre d'acheter les bonnes. À ce sujet, Ficelle souhaite offrir à Beryl une bouteille de potions magiques, mais il refuse, pensant que c'est trop cher pour une personne sans valeur comme lui. Cependant, Ficelle insiste pour qu'il l'accepte en guise d'excuse de la part de Lucy pour ce qu'elle lui a fait subir tôt le matin. À propos, Beryl demande à Ficelle si cette petite fille est vraiment la commandante de la section magique. Et Ficelle, acquiesçant, lui explique que Lucy utilise la magie pour paraître jeune et qu'elle est si vieille que personne vivant ne connaît son âge réel. Quoi qu'il en soit, Ficelle s'excuse auprès de Beryl, pensant qu'elle est responsable de toute cette histoire puisqu'elle a été la première à parler de lui à Lucy. Beryl rassure Ficelle en lui disant de ne pas s'inquiéter et pour qu'elle se sente moins coupable, il accepte finalement la potion. Il partage ensuite son expérience avec Ficelle, lui racontant à quel point il a eu peur lorsque Lucy l'attaquait sans relâche avec du feu et de la glace, au point de croire qu'un seul faux pas le réduirait en morceaux. Ficelle explique que Lucy est spéciale, car les sorciers ordinaires ne peuvent pas enchaîner les sorts comme elle le fait. Alucia arrive alors, remerciant Ficelle pour la livraison des potions et lui demandant de les déposer dans la salle de stockage. Une fois Ficelle partie, Alucia conduit Beryl à la rencontre de Surena, qui souhaite qu'il aide à former les nouveaux aventuriers de sa guilde. Elle lui montre la demande écrite du maître de la guilde lui-même. Mais Beryl veut d'abord savoir quel type d'entraînement on attend de lui, apprenant qu'il sera chargé de former les aventuriers pour les préparer à explorer des donjons et à faire face aux urgences. Beryl se souvient de l'époque, à son adolescence, où il s'était aventuré seul dans un donjon, espérant y trouver des trésors, pour finalement s'enfuir après avoir été sauvagement battu par un monstre. C'est pourquoi il considère les donjons comme extrêmement dangereux, sans réaliser qu'il est désormais assez fort pour affronter en solo les donjons les plus difficiles. Ainsi, Beryl refuse, ne voulant pas que de jeunes aventuriers subissent le même sort que lui, mais Surena insiste, affirmant que s'il les entraîne, ils deviendront suffisamment compétents pour éviter de se blesser. Pour le convaincre, Surena lui propose au moins de discuter avec le maître de la guilde, et Alucia l'encourage, précisant qu'aucune restriction n'est imposée aux instructeurs spéciaux. Beryl suit donc Surena jusqu'à la guilde des aventuriers,
où il trouve Lucy assise dans le bureau du maître de guilde, qui se révèle être une vieille amie du maître. Ignorant volontairement la présence de Lucy, Beryl se tourne vers le maître de guilde, Nidus, un vieil homme au visage marqué par les cicatrices de la guerre. Nidus accueille chaleureusement Beryl et lui serre la main, affirmant qu'il lui fait confiance car leur aventurière la plus précieuse, Surena, a plaidé en sa faveur. Beryl précise qu'il n'a pas encore pris de décision, mais Nidus et Lucy, par leur attitude dominante, ne lui laissent guère le choix. Nidus demande à Beryl de s'adresser à son assistant, Migan, pour les détails du poste, mais avant que l'engagement ne soit officialisé, Migan intervient, demandant comment ils peuvent confier la formation à un amateur qui n'a aucun antécédent de raid dans les donjons. Beryl, amusé par ce manque de respect, espère secrètement pouvoir se retirer de cette affaire, tandis que Surena et Lucy, de leur côté, se sentent insultés. Migan propose alors que Beryl prouve sa compétence en affrontant Surena dans un duel. Bien sûr, Beryl, qui n'est plus très jeune, n'a aucune envie de se lancer dans des complications, mais face à l'insistance générale, il finit par céder. Alors qu'il se dirige vers le terrain pour le combat, tout le monde est excité de voir comment cela va se terminer. Tous connaissent Surena comme une grande aventurière classée, or, ayant accompli de nombreuses aventures. Pour son âge, elle fait preuve d'une grande intelligence et d'un talent remarquable. Voyant l'enthousiasme général pour ce duel, Beryl est inquiet. Comme d'habitude, ce pauvre idiot ne pense pas être à la hauteur pour affronter une personne comme elle, encore moins pour gagner. Pour être honnête, je ne pense même pas qu'il souhaite remporter ce combat. Il ne veut pas de ce travail, alors perdre serait pour lui une porte de sortie facile. De son côté, Surena est très excitée à l'idée de se battre contre son maître. Elle a attendu ce jour toute sa vie, et chaque jour, elle a été reconnaissante envers lui pour tout ce qu'il a fait pour elle. Plongée dans ses souvenirs, elle se rappelle du premier jour où elle a rencontré Beryl. Ce jour-là, elle voyageait avec ses parents, en route vers une nouvelle vie. Ils étaient pleins d'espoir pour l'avenir, transportant avec eux plusieurs fruits qui, une fois vendus, leur permettraient de bien s'installer. Alors qu'ils discutaient joyeusement, un monstre les attaqua. Six Parents savaient qu'ils n'avaient aucune chance de survivre, et dans une situation désespérée, ils firent de leur mieux pour assurer la sécurité de leur fille. Ils la jetèrent dans un fossé, et elle ferma les yeux, attendant son sauveur. Finalement, elle ne rencontra pas son sauveur au paradis, mais bien sur terre, tel un bon samaritain. Beryl prit sur lui de la recueillir et de la ramener chez lui. Il prit soin d'elle jusqu'à son réveil. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il lui offrit de la nourriture et lui demanda où étaient ses parents, intrigué de la voir seule. Mais cette question raviva des souvenirs douloureux, la faisant éclater en sanglots. Beryl respecta sa peine et la laissa tranquille. Quelques jours plus tard, il expliqua à ses parents qu'elle n'était pas encore prête à parler et qu'il faudrait attendre. Avec le temps, elle se mit à manger avec eux, bien qu'elle restât silencieuse. Un matin, elle se réveilla tôt et vit Beryl s'entraîner dehors. Il la remarqua et l'invita à le rejoindre. Elle accepta et ils commencèrent à s'entraîner ensemble. Pendant plusieurs jours, elle s'entraîna avec lui. Quand il ouvrit son centre d'entraînement, elle observa les autres élèves entrer avec enthousiasme. Il la vit et lui fit signe d'entrer. Elle rejoignit la classe ce jour-là. Un jour, en la voyant s'entraîner, il remarqua sa grande rapidité. Il lui dit qu'elle avait le potentiel d'utiliser des épées jumelles. Ainsi débuta l'histoire de Surena et de ses épées jumelles. Malheureusement pour elle, elle fut adoptée par de nouveaux parents et dut partir. Elle pleura tout au long du trajet car elle voulait rester là pour toujours, mais elle savait qu'elle serait un fardeau. Quelques années plus tard, elle devint une aventurière de rang or. Lors d'une promenade avec une amie, celle-ci lui demanda pourquoi elle avait choisi de devenir aventurière. Elle répondit que c'était parce qu'elle voulait découvrir le monde. En chemin, des membres d'un gang les attaquèrent. Et avant même que son amie ne puisse réagir, Surena sauta et trancha ses assaillants en deux. À ce moment-là, elle repensa à sa véritable motivation. La première raison pour laquelle elle était devenue aventurière était de s'assurer que personne d'autre ne subirait le même sort tragique qu'elle. Et la seconde était de rendre son maître fier d'elle. À présent, elle se trouve sur le terrain face à ce même maître, pour un duel contre lui. Elle pense à tout ce qu'elle voulait lui montrer, combien elle est devenue forte, et elle lui dit que cela fait 20 ans qu'elle l'a quitté, et qu'il va maintenant voir les fruits de son entraînement. Elle s'incline devant lui avant le combat, de la même manière qu'on lui avait appris dans son école.
Beryl remarque qu'elle n'a rien oublié de ses enseignements, ce qui le remplit de joie. Voyant son excitation, il décide que, même s'il voulait refuser l'offre d'emploi en perdant le combat, il doit maintenant lui offrir un combat digne de ses efforts. Le combat commence. Elle s'élève haut dans le ciel et fond sur lui avec ses épées jumelles. Il esquive son attaque. Elle l'attaque à plusieurs reprises et il esquive chacune d'elles. Une chose est claire, elle est incroyablement rapide, digne d'un Usain Bolt de l'épée. Il est heureux de voir qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner, car sans cela, elle n'aurait jamais atteint ce niveau. Cependant, il repère une faille dans son attaque et décide d'en profiter pour gagner. Il contre-attaque pour la première fois, utilisant son épée pour immobiliser sa main gauche. Puis, profitant de son déséquilibre, il utilise sa jambe pour la balayer et la faire tomber au sol. Il gagne ainsi le combat. Il lui tend la main pour l'aider à se relever, et elle le remercie pour ce combat. Tous les spectateurs applaudissent, conscients qu'il n'est pas facile de battre Surena. Nidus s'approche pour le féliciter d'avoir accepté leur proposition, et Megan lui présente ses excuses pour avoir douté de ses compétences. Il apprécie leurs compliments sur ses compétences, mais il est en colère de n'avoir pas réussi à refuser le travail. Il part avec Surena pour l'aventure et rencontre les 3 aventuriers qu'il devra former. Ils se présentent sous les noms de Porta, Nidri et Sarleka. En entrant dans le donjon, Sarlekas détecte 6 monstres grâce à son détecteur magique. Il saute immédiatement pour se battre avec ses camarades. Voyant leur combat, Beryl est content. Il se dit qu'il n'aura pas beaucoup à faire, car ils ne sont pas si mauvais. Espérons qu'il ait raison. En quelques secondes, ils éliminent complètement tous les monstres présents dans le donjon. Ils s'apprêtent à partir, mais Surena est inquiète. Elle explique qu'un donjon de ce type devrait contenir beaucoup plus de monstres, et elle est choquée d'en voir si peu. Ses soupçons s'avèrent fondés. Soudain, le détecteur magique de Sarlekat tente de l'avertir de la présence d'un monstre, mais l'appareil tombe en panne immédiatement. Cela montre à quel point ce monstre est puissant. Il crie à Porta, qui est presque à la porte, de fuir, mais il est trop tard. Le monstre utilise simplement le bout de son doigt pour projeter Porta au loin, le blessant. Le monstre pousse un rugissement si puissant que le sol tremble sous leurs pieds. Surena reconnaît la créature. C'est un monstre spécialement conçu appelé Xénograbber. Elle comprend que c'est la raison pour laquelle il n'y avait presque aucun monstre de bas niveau dans le donjon. Beryl se place devant le monstre, prêt à l'affronter. Beryl maudit sa chance d'avoir attiré un monstre aussi puissant dès son premier jour de travail. Il demande à Surena si elle a des potions et elle confirme. Beryl est heureux de l'entendre et il pense que pendant que Surena retient le monstre, il pourra soigner le nouveau blessé. Il tend la main vers elle pour demander la potion, mais Surena pense simplement qu'il lui demande de la relayer. Elle le fait donc et dit à Beryl qu'elle est d'accord avec lui et qu'il vaut mieux qu'un maître comme lui combatte le monstre. Elle court immédiatement pour sauver le garçon et Beryl reste perplexe. Cependant, il n'a pas le temps de dissiper le malentendu car le griffon l'attaque et il esquive rapidement. Beryl se met en position, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre. Le monstre continue de l'attaquer avec ses griffes et Beryl recule peu à peu en essayant de parer ses attaques. Il trouve soudainement une ouverture et frappe la patte du monstre, mais son épée est trop faible pour la couper. Il réalise qu'il sera condamné si une seule attaque le touche. Le monstre continue de le repousser et Beryl se laisse distraire en voyant Surena porter le garçon blessé dans la grotte. Le monstre le frappe, le projetant au loin et blessant son bras. Beryl décide de changer de stratégie et charge directement le griffon, mais celui-ci crache une boule de feu qui le frôle de justesse. Ensuite, Beryl tente d'approcher le monstre par le côté, mais il se retourne et utilise sa queue comme un lourd fouet pour le repousser. Cependant, Beryl résiste et coupe la queue du monstre, ce qui le rend furieux. Le monstre crache une autre boule de feu sur lui, puis le percute de toute sa force, l'entraînant à travers la forêt. Beryl parvient à grimper sur le dos du griffon, mais celui-ci s'élève soudainement dans le ciel, brisant le mur du son en essayant de le faire tomber. Beryl s'accroche fermement, et finalement, le monstre le ramène au point de départ. Mais cette fois, il ne retient plus sa puissance. Le griffon utilise l'expansion de domaine et transforme le sol sous lui en lave, forçant Beryl à reculer. Cependant, les pouvoirs du griffon s'étendent jusque dans la grotte où les jeunes aventuriers se réfugient,
et ils se retrouvent à jouer à une version très risquée de « Le sol est en lave ». En entendant une fille crier, Beryl réalise qu'il ne peut plus attendre. Il court sur la lave, attaquant le griffon depuis différentes directions pour le désorienter. Le griffon commence à lui lancer une pluie de boules de feu, mais Beryl utilise les explosions pour se propulser en avant. Grâce à cet élan supplémentaire, il parvient à percer l'œil du griffon, mais son épée se brise dans le processus. Beryl craint que ce soit la fin, quand soudain il voit Surena sauter d'une falaise et foncer droit vers le griffon. Elle plaque le monstre au sol et, sans perdre un instant, lui tranche la tête. Elle remercie Beryl de l'avoir aidé à abattre un monstre de rang S, et il lui répond qu'il n'a même rien fait. Beryl demande ensuite des nouvelles du débutant blessé, et Surena lui dit qu'il s'en sortira. Après cela, Surena et Beryl se rendent au siège de la guilde et présentent la preuve de la mise à mort du monstre de rang S au maître de guilde. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils aient pu tuer un monstre aussi dangereux tout en protégeant 3 débutants. Et Surena affirme qu'ils ont tous survécu uniquement parce que Beryl était là. Il n'a même pas le temps d'expliquer que c'est Surena qui a porté le coup fatal, car le maître de guilde commence à le remercier et lui demande comment il peut le récompenser. Il lui propose de le promouvoir immédiatement au rang d'aventurier de haut niveau, mais Beryl refuse aussitôt cette offre, car il n'est pas intéressé par le fait de risquer sa vie chaque jour. Après cela, la guilde envoie une équipe pour récupérer le corps du griffon, et Surena remercie Beryl pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Il refuse de s'attribuer trop de mérite et dit qu'ils ont gagné sans perte grâce aux bonnes décisions qu'elle a prises. Le lendemain, Beryl demande l'aide de Kurenai, car il a besoin de trouver un forgeron compétent pour réparer son épée. Alucia les accompagne par pure jalousie, mais elle dit à Beryl qu'elle l'aidera à choisir une nouvelle épée, meilleure et adaptée à sa force et à ses compétences. Une fois arrivé à la forge, Beryl reconnaît immédiatement le forgeron. C'est Balder, l'un de ses anciens élèves. Même Balder est surpris de voir son maître après si longtemps, et Alucia est étonnée que même des gens pouvant être considérés comme des oncles aient appris auprès de Beryl. Beryl explique que Balder était son seul élève plus âgé que lui. Il voulait fabriquer de meilleures épées, alors il a rejoint son dojo pour apprendre comment un épéiste les utilise réellement. Beryl lui dit qu'il est heureux de voir qu'il a ouvert la boutique de 16 rêves et Balder lui est reconnaissant pour cela. Il leur demande ensuite ce qui les amène et Kuruni lui demande d'aiguiser son épée courte. Balder y jette un coup d'œil et lui dit qu'elle est trop endommagée pour être réparée et qu'elle ferait mieux d'en acheter une nouvelle. Alucia est surprise car Kuruni n'utilise pas son épée courte de manière brutale. Beryl lui demande comment elle sent l'épée dans sa main et elle répond qu'elle la trouve agréable et légère. Beryl et Balder comprennent aussitôt qu'une épée courte n'est pas le bon choix pour Kuruni, car elle ne sent pas le poids de son arme. Il lui suggère d'essayer une épée plus grande et Kuruni l'apprécie, alors elle décide de l'acheter. Après cela, Beryl commence à chercher une épée qui lui conviendrait et Alucia lui propose d'en faire fabriquer une sur mesure. Il lui répond qu'il ne veut rien d'aussi sophistiqué et c'est alors que Surena entre aussi dans la boutique. Comme d'habitude, elle et Alucia commencent à se lancer des piques et Beryl tente de les calmer. Il demande à Surena ce qu'elle fait ici et elle dépose aussitôt la patte du griffon qu'ils ont chassé l'autre jour sur la table, demandant à Balder de forger une grande épée pour Beryl avec. Beryl lui dit qu'il ne peut pas accepter car c'est elle qui a vaincu le monstre, mais Surena refuse d'écouter la logique. Elle lui explique qu'il a perdu son épée à cause d'elle et qu'elle doit donc lui en offrir une nouvelle. Balder soutient également Surena et Beryl est finalement obligé d'accepter l'épée. Balder est très enthousiaste à l'idée de fabriquer une épée à partir d'une partie d'un monstre de rang S et il demande à Beryl 1 semaine pour faire de son mieux. Beryl n'y voit aucun inconvénient et dit qu'il est temps de quitter la boutique. Mais Kuruni lui demande alors de l'entraîner à manier correctement la grande épée. Beryl lui explique qu'une grande épée a 2 principales fonctionnalités. Premièrement, on peut mettre beaucoup de force dans ses coups et il est préférable de balancer l'épée latéralement pour bien utiliser son élan. Deuxièmement, on peut tenir l'épée par le ricasso pour la manier plus facilement. Kuruni essaie, et cela lui rappelle des souvenirs,
car lorsqu'elle faisait partie du dojo de Beryl, elle avait passé des heures à apprendre à bien manier son épée. Plus tard dans la nuit, Beryl rentre seul chez lui et remarque un enfant qui s'approche de lui. Normalement, il n'y aurait prêté aucune attention, mais alors qu'ils se croisent, elle essaie de fouiller dans la veste de Beryl pour lui voler son argent. Beryl la surprend en flagrant délit et lui attrape le bras pour l'empêcher de s'enfuir. Mais soudain, elle le frappe avec de la magie de feu pour le distraire. Son plan fonctionne car Beryl est obligée de la lâcher pour se protéger. Elle s'enfuit alors dans la nuit et finit par entrer dans un bâtiment délabré où des hommes sont en train de jouer aux cartes. En passant devant eux, elle remet tout l'argent qu'elle a réussi à voler ce soir-là, mais les hommes ne sont pas satisfaits du montant et l'accusent de paresse. Cependant, leur chef intervient et leur ordonne de se taire, car Maui ne ferait jamais cela intentionnellement. Après tout, elle sait qu'il y aura des conséquences si elle lui désobéit. Le visage de Maui reste impassible, mais elle sait à quel point le chef peut être cruel. Alors elle ne peut pas se permettre de continuer à faire des erreurs. Cependant, elle se rend soudain compte qu'elle a commis une énorme erreur, car dans sa précipitation à fuir Beryl, elle a accidentellement fait tomber sa bague, que Beryl vient de retrouver. Le lendemain, dans la salle d'entraînement, Karuni s'exerce toujours avec sa nouvelle grande épée, tandis que Hemblitz s'entraîne en duel contre Beryl de l'autre côté de la salle. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à toucher Beryl une seule fois. Alors, lorsqu'il fonce pour porter un dernier coup, il feinte une attaque par le haut et vise plutôt l'abdomen de Beryl. Beryl est impressionné par la technique, mais parvient tout de même à la contrer. Et Hemblitz perd le combat. Hemblitz remercie Beryl pour la leçon, et Beryl le félicite d'avoir autant progressé en si peu de temps. Ce mouvement était presque parfaitement exécuté, mais cela ne suffisait toujours pas à surpasser les réflexes de Beryl. À ce moment-là, Hemblitz regarde Karuni et fait remarquer qu'il faut beaucoup de courage pour changer soudainement d'arme comme elle l'a fait, mais qu'elle montre un grand potentiel. Et c'est vraiment important que l'ordre des chevaliers améliore sa puissance de combat, afin de pouvoir affronter le groupe de voleurs connu sous le nom de Mains sombres du crépuscule. 6 voleurs du crépuscule ont récemment commencé leurs opérations dans la capitale et causent beaucoup de troubles. La garde royale et l'ordre des chevaliers mènent l'enquête. Dès qu'ils localiseront la planque des voleurs du crépuscule, ils prévoient de mener un raid et d'arrêter tous les malfaiteurs. Mais pour être prudents, ils auront besoin de toutes les forces disponibles, et Karuni est une véritable force de la nature. Bien sûr, Hemblitz est convaincu que Beryl pourrait facilement neutraliser les voleurs du crépuscule à lui seul, mais il ne veut pas l'ennuyer avec ce genre de tâches ennuyeuses, alors il lui dit qu'il peut laisser tout le travail aux chevaliers de l'ordre. Mais de toute façon, Beryl n'avait pas vraiment envie de se battre. Il n'a jamais affronté de criminel Hans auparavant, et il ne compte pas commencer maintenant. Pourtant, il se souvient de la bague qu'il a récupérée sur une pickpocket hier, et il se demande si cela pourrait aider dans l'enquête. Cependant, dès que Karuni aperçoit la bague dans sa main, elle pense que Beryl prévoit de l'offrir à quelqu'un en cadeau, et Hemblitz est d'accord avec elle. Beryl essaie d'expliquer que cette bague n'est pas un cadeau, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Karuni lui dit qu'il devra peut-être prendre une bague plus grande s'il veut demander à Lucia en mariage, car celle-ci semble faite pour un enfant. Beryl n'a aucune idée d'où elle a tiré l'idée qu'il allait demander quelqu'un en mariage, mais il réussit enfin à parler et explique qu'il a été visé par une pickpocket la veille. Il a réussi à attraper sa main avant qu'elle ne puisse lui voler quoi que ce soit, mais elle a réussi à s'échapper parce qu'il a été surpris quand elle a utilisé de la magie de feu contre lui. Kirumi trouve toute cette situation étrange, car si la fille peut utiliser de la magie, elle n'aurait pas besoin de se livrer à du volume à la tire. La magie est un talent rare, et toute personne possédant de la magie peut rejoindre l'Institut de magie gratuitement, avec tous les frais de subsistance payés. Hemblitz suggère que la fille pourrait avoir utilisé un accessoire magique pour lancer le feu, mais dans tous les CA, il demande à Beryl ce qu'il compte faire de la bague. Beryl répond qu'il ne compte pas la garder, et puisque la bague a probablement été volée, il souhaite la rendre à son véritable propriétaire. Dans ce cas, Hemblitz lui dit qu'il peut laisser la bague à la réception de l'ordre des chevaliers. Et c'est exactement ce que fait Beryl. Maintenant qu'il a réglé la question de la bague, Beryl ne prévoit pas de s'impliquer davantage. Il n'a rien perdu à cause de la pickpocket, et il n'a aucune intention de la retrouver. Mais en même temps,
La façon dont elle l'a regardé quand il l'a attrapé le dérange un peu. En se promenant dans la ville, Beryl décide de jeter un œil au marché immobilier, car il ne peut pas continuer à vivre dans une auberge indéfiniment, mais les prix faillirent lui donner une crise cardiaque. Il pourrait techniquement se permettre de l'acheter avec ceux qu'il gagne à l'ordre des chevaliers, mais c'est quand même une grosse somme à dépenser. C'est alors qu'il remarque une fille derrière lui, qui semble chercher quelque chose. Il s'approche pour voir s'il peut l'aider, mais après l'avoir observée de plus près, il réalise que c'est la fille qui a essayé de le voler la nuit dernière. Il lui demande si elle cherche une bague, et dès qu'elle entend mentionner la bague, la fille l'attaque, pensant qu'il l'a prise. Mais Beryl lui demande de se calmer, car il ne veut pas faire de scène. Tout d'abord, il lui dit qu'il a déposé la bague à la réception de l'ordre des chevaliers. Donc, il ne l'a plus. Et la fille ne peut pas vraiment entrer à l'ordre pour la récupérer. Ensuite, Beryl lui demande si elle a volé la bague, car cela lui semble étrange qu'elle fasse autant d'efforts pour la récupérer si ce n'était pas important pour elle. Elle lui répond qu'elle n'a pas volé la bague, et c'est tout ce que Beryl avait besoin d'entendre. Alors, il lui dit de venir avec lui pour la récupérer. Moé est un peu hésitante à le suivre, mais il lui dit qu'il sera difficile de prouver que la bague est la sienne si elle y va seule. Cependant, si Beryl la soutient, cela ne devrait pas prendre longtemps pour la récupérer. Moui accepte à contre-cœur de le suivre, mais elle lui fait clairement comprendre qu'elle n'est pas ravie de la situation. Après leur arrivée au siège de l'ordre des chevaliers, Beryl récupère la bague. Mais avant de la lui remettre, il lui dit qu'il aimerait avoir une petite conversation avec elle. Juste à ce moment-là, Alucia sort, et lorsqu'elle voit Beryl en train de discuter avec Moui, la première pensée qui lui traverse l'esprit est que cela doit être son enfant secret qu'il n'a jamais mentionné. Mais Beryl le nie immédiatement. Ils se dirigent tous à l'intérieur pour que Beryl puisse expliquer toute la situation à Alucia. Et maintenant qu'elle sait ce qui se passe, elle demande à Beryl ce qu'il compte faire avec Moui. Normalement, en tant que chevalière, ce serait le travail d'Alucia d'arrêter Moui pour volume, mais Beryl ne veut pas lui causer d'ennui. Elle demande à Moui si elle arrêtera de voler si elle la laisse partir, mais Moui ne répond pas à la question et lui dit simplement de lui rendre la bague. Elle n'a clairement pas l'intention d'arrêter de voler, mais le fait qu'elle n'ait pas menti à ce sujet montre à Beryl qu'elle est une gamine honnête au fond. Alucia se souvient avoir entendu dire que Moui avait utilisé de la magie contre Beryl, alors elle lui demande si elle a utilisé un accessoire magique pour le faire, ou si c'était naturel. Moui répond qu'elle l'a fait toute seule, alors Alucia lui explique que si elle a un talent pour la magie, le royaume s'occupera de tous ses besoins pour qu'elle n'ait pas à compter sur le volume à la tire pour survivre. Moui commence à s'ouvrir un peu, alors elle explique qu'elle ne peut pas arrêter parce qu'elle doit payer 5 millions de dalks. Son patron lui a dit que si elle payait cette somme, il utiliserait la magie pour ramener sa sœur à la vie. Mais elle n'a pas assez de temps pour gagner cet argent légalement, alors elle s'est tournée vers le crime. Beryl réalise immédiatement que le patron de Moui doit lui mentir, car ramener les gens à la vie n'est pas possible. Mais il n'y a aucune chance qu'elle le croie s'il lui dit ça maintenant. Alucia décide de sortir, car elle doit vérifier quelque chose, et pendant ce temps, Beryl et Moui restent seuls. Beryl lui demande si elle aimerait manger un biscuit, et Moui refuse, mais elle a clairement faim, alors il trouve que c'est une bonne idée. Il part un moment et revient avec une miche de pain pour Moui. Dès qu'il lui tend le pain, Moui commence à le dévorer. Beryl est content d'être tombé sur elle aujourd'hui, car il s'est inquiété pour Moui depuis qu'il a vu ce regard triste sur son visage hier, alors avoir l'occasion de l'aider, même un peu, le rend heureux. Cela dit, il l'a gardée ici assez longtemps, alors il lui rend la bague, et maintenant qu'elle a ce qu'elle est venue chercher, Moui dit qu'elle va partir. Cependant, avant qu'elle ne puisse sortir, Lucie fait irruption, car Alucia lui a parlé du potentiel magique de Moui. Lucie se présente comme la chef du corps magique et invite Moui à rejoindre l'Institut magique, car les utilisateurs de magie sont toujours les bienvenus. Cependant, Moui rejette l'offre, car elle ne pourra pas gagner 5 millions de dalks à l'Institut magique. Lucie lui demande ce qu'elle compte faire de tout cet argent, et Moui lui explique qu'elle veut payer un mage pour ressusciter sa sœur décédée. Mais dès qu'elle prononce ces mots, Lucie lui dit qu'elle se fait arnaquer, car la magie de résurrection n'existe pas. Cependant, Moui insiste en disant que sa sœur peut être ressuscitée, car elle l'a vue de ses propres yeux. Enfin, c'est du moins ce qu'elle croit,
car dans son flashback, le soi-disant mage ne fait en réalité que faire bouger un peu le cadavre de sa sœur, et Mui, accablé par le chagrin, a immédiatement cru qu'il pouvait réellement ressusciter sa sœur. Cependant, le mage lui a dit qu'il en coûterait 5 millions de dalks pour ressusciter complètement sa sœur. C'est pourquoi elle a commencé à voler depuis lors pour gagner l'argent. Lucy se sent mal pour Mui, qui est tombée dans un tel piège, mais elle lui dit qu'il n'existe vraiment aucune magie de résurrection. Mui l'accuse de mentir, mais Lucy lui répond qu'elle est une mage respectée qui étudie la magie depuis plusieurs siècles, et que si la magie de résurrection existait, elle en aurait entendu parler bien avant qu'un quelconque mage escroc ne vienne prétendre qu'il pouvait la réaliser. À ce stade, Mui commence à se rendre compte qu'elle a peut-être été dupée. Lucy lui demande alors le nom du mage à l'origine de tout cela. Mui lui demande pourquoi elle veut savoir, et Lucy explique qu'elle prévoit de le confronter pour découvrir s'il ment au sujet de la magie de résurrection ou non. Dans le Xia où il dirait la vérité, Lucy promet de payer personnellement les 5 millions de dalks pour ressusciter la sœur de Mui. Mais si cet homme ment, cela signifie qu'il a profané l'âme de la sœur de Mui, et Lucy ne laissera pas cela passer. Mui lui apprend que l'homme s'appelle Twilight, et c'est aussi le nom du chef des voleurs du crépuscule. Lucy demande alors à Mui de la conduire immédiatement à lui. Valucia dit qu'elle veut aussi venir, mais la présence d'un chevalier attirerait trop l'attention. Elle demande donc à Beryl de l'accompagner. Peu de temps après, ils arrivent à l'entrée du repère de Twilight, et Beryl est surpris de découvrir que le repère des voleurs se trouve juste à côté de la route principale. Beryl commence à regretter de ne pas avoir emprunté une vraie épée pour ce combat. Mais Lucy le rassure en lui disant qu'avec ses compétences, une épée en bois devrait largement suffire pour affronter quelques bandits. Il n'y a plus de raison d'attendre plus longtemps, alors Lucy fait exploser un trou dans la porte d'entrée et ils sont immédiatement confrontés à un groupe de voleurs. L'un des voleurs tente d'attraper Lucy, mais elle n'a pas le temps de s'occuper de types comme lui, alors elle le projette en arrière avec un blast et demande à Beryl de gérer le reste pendant qu'elle va s'occuper de Twilight. Les voleurs aperçoivent Nui derrière Beryl et réalisent que c'est elle qui les a dénoncés. L'un d'eux essaie de l'attaquer, mais Beryl le pique rapidement à la gorge. Il n'a qu'une épée en bois, donc les bandits survivront probablement, mais se faire frapper à la gorge avec une épée en bois fait sacrément mal, alors ils commencent à hésiter. Pendant que Beryl s'occupe de tout le monde à l'étage, Lucy descend dans le sous-sol pour confronter Twilight, et dès qu'il la voit, il utilise un accessoire magique pour faire tomber des boules de glace sur Lucy. Cependant, Lucy est une mage maîtresse, donc une chose comme ça ne pourra jamais l'arrêter. Elle fait fondre la glace pour s'en sortir, mais Twilight a plus d'accessoires magiques en réserve. Il utilise de la télékinésie pour soulever Lucy, et Lucy se rend compte que c'est probablement ce qu'il a utilisé pour tromper Nui. Twilight admet qu'il a utilisé la télékinésie pour déplacer le cadavre de sa sœur et a prétendu que c'était de la nécromancie, et il trouve encore amusant de voir à quel point Nui a été naïve de croire qu'il pouvait réellement ressusciter les morts. Il prépare alors une boule de feu dans le but de tuer Lucy, mais la patience de Lucy est arrivée à son terme. Elle lance un sort de vent devant Twilight et le projette au sol avec une pression. Pendant ce temps, à l'étage, Beryl vient de finir de battre la plupart des bandits, mais l'un d'eux se relève et commence à accuser Nui d'être une ingrate après tout. Ce que Twilight a fait pour elle, ce qui énerve Beryl. Il le pique à la gorge à nouveau et l'assomme. Finalement, Lucy sort du sous-sol avec le corps de Twilight, et elle lui ordonne de dire la vérité à Nui, à moins qu'il ne veuille recevoir un autre coup de vent. Twilight avoue à Nui qu'il mentait au sujet de la magie de résurrection, et Nui est dévastée d'apprendre cela, car cela signifie que sa sœur est vraiment perdue à jamais. Maintenant que tous les bandits ont été capturés, Lucy dit qu'elle va appeler l'ordre des chevaliers pour qu'ils puissent arrêter Twilight et son équipe. Plus tard, tous les bandits sont chargés sur un chariot et vont être emmenés en prison. Alucia remercie Beryl et Lucy pour leur aide, mais il reste encore beaucoup d'enquêtes à mener, car CS accessoires magiques que Twilight utilisait étaient bien trop puissants pour que quelqu'un comme lui puisse les obtenir seul. Cela signifie qu'il doit y avoir quelqu'un qui tire les ficelles derrière tout ça, et ils doivent découvrir de qui il s'agit. Alors que Twilight et les autres bandits sont emmenés, un homme observe depuis l'ombre. L'homme en manteau de laine pointe alors sa main vers le chariot, et soudainement, le corps de Twilight commence à briller de l'intérieur juste avant qu'il ne meure dans d'atroces souffrances.
Plus tard, l'homme se rend chez son patron pour lui signaler que Twilight a été correctement réduit au silence grâce à l'appareil magique qu'ils lui ont implanté, de sorte qu'il n'y a plus aucun risque que leur plan soit révélé. Le Pape est heureux d'entendre cela, car il a l'intention d'utiliser CS Core que Twilight a rassemblé pour lui afin de recréer un miracle de ses propres mains, et il ne laissera rien l'arrêter. C'était la fin de l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.